Bien, alors j'ai l'honneur de conclure la matinée. Je vous remercie de votre patience. Je remercie Stéphane de m'avoir invité pour donner une vision extra-européenne de la politique de François Ier, en sachant que Jacques Cartier représente pour la France le grand découvreur, sans doute le marin français le plus célèbre de la Renaissance, et qui fait aussi entrer la France dans cette grande aventure. Il est considéré dans l'historiographie romantique québécoise comme l'historiographie française, comme le découvreur du Canada, et il donne au roi François Ier une place parmi les grands souverains qui ont contribué aux grandes découvertes. Alors comme on le sait, au début de son règne, eh bien, la politique de François Ier est double. Il souhaite s'assurer le commerce avec les Indes, et pour cela, eh bien, il va faire une stratégie donc double. D'abord, premièrement, une alliance avec l'Empire ottoman, que l'on a déjà vu, et également pouvoir disposer d'une route alternative indépendante de toute tutelle étrangère. Cette route passerait tout simplement à l'ouest de l'Europe. Alors, pour cela, eh bien, il est handicapé par le fait qu'il a pris beaucoup de retard face aux Espagnols et face aux Portugais, qui ont pris une sérieuse avance. Et ce retard n'a a priori pas de raison valable, puisque, comme vous le savez, la France est certes un pays continental, mais elle a de grandes façades maritimes, des grands ports, hein, Le Havre, La Rochelle, Dieppe, de très bons marins, et, mais elle est menacée d'encerclement par les territoires de Charles Quint. Alors François Ier n'est pas insensible à l'attrait du Nouveau Monde. Magellan découvre en 1520, vous le savez, il fait un tour du monde qu'il n'achève pas malheureusement, mais il découvre le passage vers le sud et donc le passage vers l'Asie en passant par le sud du continent américain. Eh bien, François Ier va vouloir découvrir ce passage vers le nord. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis 1453, donc comme je l'ai dit, lors de la prise de Constantinople par les Turcs, on souhaite trouver une autre route. Alors la diplomatie a fort à faire, comme vous pouvez le voir sur cette carte, puisque les Ibériques ont une redoutable avance, notamment grâce aux bulles papales Aeterna Regis et Inter Cetera, donc Inter Cetera de 1493, qui a été promulguée par le pape Alexandre VI Borgia, qui était lui-même né en Espagne. Et le pape dit que toutes les terres situées à l'ouest et au sud d'un méridien à 100 lieues de l'archipel des Açores, eh bien, doivent être évangélisées, bien entendu, et conquises par les Espagnols, les autres par les Portugais. Et un an plus tard, le traité de Tordesillas, donc en 1494, qui est aussi promulgué par le même pape, confirme eh bien, le partage de ces nouvelles terres en modifiant légèrement la ligne de partage, qui est donc ici en trait plein. Alors François Ier est très mécontent, parce qu'à l'époque circule déjà l'idée que, après Dieu, l'Amérique n'appartient qu'à l'Espagne. Et donc en 1540, il déclare à l'envoyé de Charles Quint, de l'ordre d'Alcantara, il lui dit « Est-ce déclarer la guerre et contrevenir à mon amitié avec sa majesté que d'envoyer là-bas mes navires ? Le soleil luit pour moi comme pour les autres, je voudrais voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. » Alors qu'il est empêtré dans ses guerres avec Charles Quint, il fait donc admettre par le pape Clément VII, lors de l'entrevue du 12 octobre 1533 à Marseille, que la fameuse bulle de 1493, eh bien, en fait, partageait les terres entre l'Espagne et le Portugal, mais uniquement les terres connues, et non pas celles à découvrir. Cette petite subtilité l'encourage à envoyer différents navigateurs pour faire ces découvertes. Alors on sait qu'après les voyages de Jean Angot le Diepois, Jean Cousin également à Terre-Neuve, eh bien, en 1524, il confie à Jean de Verrazzano, donc, qui est un Florentin, la mission de trouver ce passage. Alors Verrazzano, on pense qu'il est né à Florence, il a vécu un certain temps à Lyon, il a fait différents voyages au Proche-Orient et également en Europe, et il part en 1523 de Dieppe, du port de Dieppe, sur le bateau La Dauphine. Alors, en janvier 1524, Verrazzano, comme vous pouvez voir son trajet, explore les côtes de Virginie jusqu'à Terre-Neuve. Il va baptiser Arcadie, les côtes américaines, la péninsule acadienne, où se trouve actuellement ce qu'on appelle la Nouvelle-Écosse, la ville d'Halifax. Et également, il va nommer tout cet endroit Francescana. Alors, l'explorateur va acquérir la certitude que l'Amérique
comme l'a aussi démontré Amerigo Vespucci, puisque vous savez que l'Amérique vient le nom Amérique vient du prénom de Amerigo Vespucci, eh bien, que ce n'est pas un archipel, ni même un prolongement de l'Asie, ni de l'Afrique, mais bien un continent dont il va aussi explorer la future baie de New York, qu'il va nommer Angoulême, puisque vous savez peut-être, avant de s'appeler la Nouvelle Amsterdam, New York s'est appelé la Nouvelle Angoulême, en référence, bien entendu, à François d'Angoulême, François Ier. Alors, Verrazzano ne trouve pas d'or, ça non, ni même le détroit qui conduit en mer de Chine. Mais de retour à Dieppe, il va remettre à François Ier la relation de son voyage, et ce texte est très intéressant parce que c'est la plus ancienne source ethnologique sur les Indiens d'Amérique. Il repart en 1525 vers les Antilles, malheureusement pour lui, il disparaît, sans doute victime d'anthropophages, on n'est pas sûr, et cela va clore cette première séance d'exploration, tout simplement parce que François Ier, vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, la même année, en 1525, c'est le désastre de Pavie, donc le roi a d'autres préoccupations que les expéditions lointaines. Et donc il va falloir attendre 1532 pour que Jean le Veneur de Tillières, évêque de Lisieux, qui est également grand aumônier de France, et aussi abbé du Mont-Saint-Michel, eh bien, il va proposer à François Ier une nouvelle expédition vers le Nouveau Monde. Expédition qu'il souhaite voir confier à Jacques Cartier, qu'il connaît, donc il connaît les membres de la famille, puisque vous le savez, Saint-Malo est très proche du Mont-Saint-Michel. Il fait valoir notamment que ce marin connaîtrait déjà les côtes du Brésil et de Terre-Neuve. Alors, un document de 1532 présente à François Ier les états de service de Cartier pour, je cite, « conduire des navires à la découverte de terres neuves, au pluriel, dans le Nouveau Monde ». Alors, l'ordre du roi François Ier, qui est daté de mars 1534, est cité par l'historien Lionel Groux, historien québécois, fin du 19e et surtout du 20e siècle, et il nous éclaire sur l'objectif du voyage, je cite, « découvrir certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit trouver grande quantité d'or et autres riches choses. » Et donc il va confier à Cartier le soin de fonder un établissement français permanent, avec comme second objectif la route de l'Asie. Alors ce voyage n'a pas, comme on le pense souvent, de préoccupation missionnaire. Lionel Groux le dit d'ailleurs dans son livre « La découverte du Canada », lors le passage à Cathay, s'il y a une mystique en tout cela, pour employer un mot aujourd'hui tant profané, c'est une mystique de commerçants derrière laquelle se profile une rivalité politique. La fièvre de l'or, comment ces Français auraient-ils pu y échapper? Ne sont-ils pas encore à l'heure où le mal touchait au paroxysme et où un Jean-Alphonse, futur pilote de Roberval, croyait encore en une ville de Cibola, aux maisons, toutes couvertes d'or et d'argent et situées à 35 degrés du pôle arctique? Il faut savoir d'ailleurs que le passage vers la Chine va rester une constante dans les explorations, y compris quand la Nouvelle-France aura déjà une existence. Par exemple, plus de 100 ans plus tard, Robert Cavelier de La Salle, celui qui a découvert la Louisiane, qui va nommer Louisiane en référence à Louis XIV, ses terres, eh bien lui aussi cherchait le passage vers la Chine, comme en témoigne cette localité, toujours aujourd'hui, qui se trouve près de Montréal et qui s'appelle La Chine. Et ça surprend toujours un petit peu, évidemment, d'avoir une ville qui s'appelle La Chine, mais c'est en référence, finalement, à ce projet de chercher ce passage vers la Chine. Alors, le 20 avril 1534, à Saint-Malo, eh bien, avec 2 navires et 61 hommes d'équipage, Jacques Cartier quitte le port avec, je cite, un bon temps navigant. Il arrive à Terre-Neuve le 10 mai, donc traversée rapide, relativement rapide, de 20 jours seulement. Il longe les côtes, bifurque au sud par l'actuel détroit de Belle-Île. Alors, le détroit de Belle-Île est tout en haut, entre Terre-Neuve et le Labrador, pour vous situer. Et il se dirige quelque part au sud vers la baie des Chaleurs, là près de la péninsule de Gaspé. Dans cette région, il rencontre des Indiens Micmac qui ne semblent pas étonnés du tout de voir des Européens. Et il va également, à Gaspé, planter une croix de ce style-là. C'est une croix qui a été refaite à Saint-Malo, mais qui représente la croix originale de Jacques Cartier à Gaspé. Gaspé, c'est sur la péninsule de Gaspésie, à l'extrémité du Québec. Et il dispose d'une croix de 9 mètres avec la mention « Vive le roi de France ». Et à ce moment-là, eh bien, Jacques Cartier va finalement décider de repartir en France avec les fils du chef indien Stadacone qui s'appelle Donnacona. Donc Stadacone, c'est la future Québec, et Donnacona va laisser 2 de ses fils, ou peut-être ses neveux, puisque les liens de famille sont assez difficiles à vérifier,
pour retourner donc en France. L'idée de Jacques Cartier, c'est que ces deux Indiens servent d'interprètes. Cartier repart donc par l'île d'Anticosti et vous voyez, il remonte par le détroit de Belle-Île pour rentrer en France. Alors, le roi français. Alors, il faut savoir que Jacques Cartier encore met 20 jours pour revenir. Vous savez que les traversées pouvaient durer jusqu'à 3 mois, et encore quand on était sûr d'arriver, puisque c'était pas forcément sûr. Et l'équipage arrive à Saint-Malo le 5 septembre. Alors, le roi François Ier est partiellement déçu, parce que Jacques Cartier n'a pas encore découvert grand-chose, il n'a pas ramené d'or. Et il considère qu'un deuxième voyage est justifié. Et ce qui va le motiver dans cette idée, c'est que les deux fils de Donnacona, donc qui s'appellent Domagaya et Taïnoani, eh bien, vont parler en France d'un immense fleuve, je cite, suivi de mer, qui pourrait bien être le passage tant recherché vers la Chine. Et donc Jacques Cartier va rassembler un nouvel équipage de 110 hommes avec 3 navires. Donc voilà une reproduction du plus important, la Grande Hermine, également la Petite Hermine et l'Embryo. Et les 2 Amérindiens qui étaient venus avec Jacques Cartier tient ses engagements, il ramène les Amérindiens chez eux, ils sont du voyage. Ils ont appris le français et servent donc d'interprètes. Ils donnent des indications très précises et le départ a lieu le 19 mai 1535 avec une traversée cette fois-ci très pénible. Je cite, « Le temps se tourne en ire et en tourmente. Les 3 navires n'arrivent que le 26 juillet, donc cette fois-ci ils mettent plus de 2 mois, dans le détroit de Belle-Île, toujours, entre Terre-Neuve et le Labrador. » Alors, sur la carte, vous pouvez voir, donc c'est les flèches rouges, que cette fois-ci, eh bien, Jacques Cartier s'engage dans le fleuve, où, je cite, « jamais homme n'avait été au bout ». Et ce fleuve, eh bien, pour ceux qui connaissent le Saint-Laurent, c'est un bras de mer, quasiment, et il pourrait être le fameux détroit menant en Chine. Or, Jacques Cartier arrive dans ce bras de mer le 10 août. Or, comme vous le savez peut-être ou pas, le 10 août, c'est la Saint-Laurent, donc il va décider de le nommer le fleuve Saint-Laurent. Et également, au départ, c'est juste le golfe, qui va le nommer golfe du Saint-Laurent, puis finalement tout le fleuve. Alors, il va y rencontrer des peuples iroquois, comme le montre cette peinture du 19e siècle, évidemment avec un aspect un petit peu romantique, qui peuplent à l'époque, et sans doute depuis le XIIIe siècle, toute la vallée du Saint-Laurent. Ils sont bien accueillis, et les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent sont répartis en 3 royaumes. Celui du Saguenay, légendaire, que Cartier ne va pas avoir le temps d'explorer, celui du Canada qui veut dire le village en langue amérindienne, donc qui a pour capitale Stadacone, la future ville de Québec, et enfin celui d'Hochelaga, qui a pour capitale la future ville de Montréal, donc comme vous pouvez voir sur la carte, qui se trouve donc à l'emplacement de l'actuel Montréal. Alors après une étape à Stadacone, à Sainte-Croix, où il retrouve Donnacona, dont il avait emmené les fils, eh bien Cartier va remonter jusqu'à Hochelaga, il redescend le fleuve, et il est très bien accueilli, reçu même quasiment comme un demi-dieu, auquel, je cite, les Amérindiens demandent guérison et santé. Alors Cartier se rend tout de suite sur le mont qui se trouve à Hochelaga, qu'il va baptiser Mont-Royal, et comme vous le savez peut-être, Mont-Royal, et aura pour déformation Montréal, en l'honneur du roi de France. Alors Cartier revient à Stadacone, il retrouve Donnacona, qui est très fâché. Donnacona aurait voulu le garder pour lui, et il n'empêche que les Européens passent l'hiver et tous sont atteints du scorbut. Sauf quelques-uns d'entre eux, dont Cartier lui-même, et 25 Français meurent du scorbut. D'autres sont sauvés grâce à une potion, entre guillemets, iroquoise, et reprennent la route vers la France. Cette fois-ci, Jacques Cartier amène avec lui Donnacona, ses 2 fils, et même 7 autres Amérindiens. Alors ce voyage, ce deuxième voyage, c'est celui qui est le plus connu finalement, est lui une vraie réussite, parce que Cartier a exploré en profondeur le Saint-Laurent. Il a montré que Terre-Neuve était une île. Il a survécu à l'hiver. Il ramène un peu d'or qui proviendrait du mystérieux royaume de Saguenay, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, cette fois-ci c'est avec les flèches rouges toujours, eh bien il repasse au sud de Terre-Neuve, c'est pour ça qu'il montre que Terre-Neuve est une île, et il passe à proximité des îles Saint-Pierre et Miquelon. Et il revient à Saint-Malo le 16 juillet 1536. Alors, dès son retour en France, Cartier présente un rapport à François Ier. Il lui parle d'une rivière de 800 lieues qui peut conduire à l'Asie.
Il fait témoigner Donnacona, qui en rajoute sur le sujet en disant que oui, il y a peut-être des richesses. Et le roi est donc très enthousiaste, intéressé par le peu d'or qui a été rapporté, et il donne à Jacques Cartier la grande hermine. Mais, comme on l'a évoqué largement ce matin, la guerre qui éclate entre François Ier et Charles Quint, à nouveau à propos du duché de Milan, la nouvelle expédition est reportée. Heureusement, donc, la paix de Nice, qui a été évoquée ce matin, est signée. Et également l'entrevue d'Aigues-Mortes, qui a également été évoquée en 1538. Et donc le roi va être davantage disponible pour redonner de l'élan aux explorations nord-américaines. Et le 17 octobre 1540, le roi va délivrer à Jacques Cartier une commission pour un 3e voyage, pour cette fois-ci établir une colonie de peuplement français permanent. Alors la direction est pourtant confiée en janvier 1541 à Jean-François de la Roque de Roberval, protestant et homme de cour, ce qui déçoit beaucoup Jacques Cartier. Jacques Cartier en prend un petit coup pour son ego. Et d'autre part, Donnacona meurt en France. Donc Jacques Cartier ne peut pas le ramener au Canada, pour le coup, et il en est sûrement très triste. Et vu qu'il n'a pas été choisi pour être le dirigeant de l'expédition, il n'attend pas Roberval, il part sans lui. Et donc il repart en mai 1541 pour un 3e voyage qui est moins bien connu, moins bien documenté. Il fait voile donc le 23 mai avec sans doute 5 navires. Et la traversée est très difficile. Il revient à Stadacone, donc la future ville de Québec, en août 1541. Il remonte le fleuve et il fait édifier le fort de Charlebourg-Royal, près de l'actuelle ville de Québec. Alors cette fois-ci, les rapports avec la population locale, autochtone, sont beaucoup plus tendus. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y aurait eu 35 Français qui se seraient fait tuer par les populations locales. En tous les cas, on sait que Jacques Cartier lève le camp rapidement, en juin 1542, en ayant pris soin d'accumuler des diamants, de l'or, et donc il décide de repartir vers la France. Mais en repartant vers la France, il fait escale à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, et il y rencontre Roberval. Alors là, c'est une chance inouïe, puisqu'évidemment, les communications étaient plus incertaines à cette époque, qui, lui, vous l'avez compris, était en train de revenir vers la Nouvelle-France. Alors, malgré cette rencontre, Jacques Cartier aurait pu aider Roberval à revenir en Nouvelle-France, mais pas du tout. Il ne l'écoute pas, il ne revient pas à Québec, alors pour 2 raisons sans doute. D'abord parce qu'il croit transporter de l'or, et d'autre part parce qu'il ne veut peut-être pas revoir les populations indigènes avec lesquelles il a eu quelques problèmes, quelques démêlés lors de ce 3e voyage. Et donc il profite de la nuit pour filer vers la France, et privant bien sûr Roberval à la fois de ressources humaines et d'une expérience précieuse. Alors en France, malheureusement pour Jacques Cartier, quand il arrive en France, il se rend compte que le minerai d'or, vous l'aurez sans doute compris, n'était que de la pyrite de fer et les diamants du quartz. D'où le proverbe « faux comme diamant du Canada ». Et c'est aussi par dérision avec cette mésaventure que l'on a donné, là c'est une photo actuelle de la ville de Québec, que l'on a donné au promontoire où se trouve l'actuel château Frontenac, le nom de Cap Diamant, en rappel, en mémoire de ces faux diamants qui n'ont jamais donné suite. Si Jacques Cartier avait trouvé de vrais diamants, sans doute que François Ier aurait été plus motivé. Alors finalement, cette 3e expédition est en demi-teinte. Jacques Cartier a désobéi, mais le roi n'a pas l'air de lui en vouloir. Il n'est pas inquiété en raison de cette indiscipline. Il n'est pas chargé de rapatrier Roberval. Roberval rentre par ses propres moyens. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on ne lui confie plus d'expéditions lointaines. Alors, Jacques Cartier est sans doute très déçu parce qu'il aurait voulu aller plus loin. Et il se retire dans son manoir. Alors oui, on donne aujourd'hui au Québec beaucoup de noms. Là, par exemple, ici, le parc national de la Jacques-Cartier, c'est une rivière. Beaucoup de rues et de lieux portent son nom. Jacques Cartier fait partie des personnages majeurs de l'histoire de la Nouvelle-France, mais lui-même, la fin de sa vie, il était au départ déçu. Il se retire donc dans son manoir de Limoilou, à Roténeuf, c'est à Saint-Malo, manoir qui existe toujours, qui est d'ailleurs un musée consacré à Jacques Cartier. Et il se consacre à son domaine, également à la rédaction de ses relations de voyage. C'est pour ça qu'on le considère comme le découvreur du Canada, comme je le dirai en conclusion, parce qu'en fait, il va faire des relations très précises. Nous avons le manuscrit, notamment un à la Bibliothèque nationale de France, voilà le début. Donc Cartier dit « Seconde navigation faite par le commandement et vouloir du très chrétien roi François,
premier de ce nom au parachèvement de la découverte des terres occidentales, estampes sous le climat et parallèle des terres et royaumes du dit Seigneur, et par lui précédemment déjà commencé à faire découvrir l'Icelle navigation faite par Jacques Cartier, natif de Saint-Malo, de l'île en Bretagne, pilote du dit Seigneur en l'an 1535. Donc c'est très documenté et le manuscrit est parvenu jusqu'à nous. Alors Jacques Cartier est donc en retraite, entre guillemets, il figure très fréquemment dans le registre paroissial de la cité de Saint-Malo comme parrain, avec parfois quelques précisions savoureuses, comme ici. C'est l'acte de baptême de Thomas le Breton en date du 15 octobre 1552, et on peut y lire, donc il ne faut pas s'inquiéter pour Jacques Cartier, ce baptême a lieu en sa présence, et on indique en présence de capitaine Jacques Cartier et autres bons biberons. Ça veut dire donc que Jacques Cartier continuait à aimer le bon vin, puisque un biberon c'était ça à ce moment-là, et donc il avait repris goût à la vie très certainement. Et il meurt le 1er septembre 1557, âgé d'environ 66 ans. Pourquoi je dis environ? Parce qu'on ne connaît pas sa véritable date de naissance, n'ayant pas retrouvé son acte de baptême. Alors, ses restes reposent dans la cathédrale de Saint-Malo. Ils ont été retrouvés en 1949. En fait, vous le savez, Saint-Malo a été quasiment entièrement détruite et reconstruite ensuite à l'identique à cause des bombardements alliés de 1944. Et la cathédrale, eh bien aujourd'hui, vous avez la tombe de Jacques Cartier qui repose donc dans cette cathédrale sous une dalle avec une simple mention Jacques Cartier 1491-1557. Alors pour conclure, on pourrait dire que François Ier a fait preuve d'un certain sens de la géopolitique, d'abord en cherchant à la fois une alliance avec l'Empire ottoman pour les liaisons vers l'Asie, mais également pour essayer de trouver un chemin alternatif. Alors, comme on le sait, ce chemin alternatif par le nord-ouest, il ne va évidemment pas le trouver, mais il va quand même durablement contester les prétentions ibériques sur l'intégralité du continent américain. Alors, l'expédition de Jacques Cartier elle-même a un bilan mitigé, il ne ramène pas d'or, il n'a pas fondé de colonie française permanente, mais c'est un succès à la fois symbolique, mais aussi sur le plan de l'observation. Dans ses mémoires et relations, qui sont donc parvenus jusqu'à nous, Cartier fait preuve d'un très grand sens de l'observation, de la description, de l'émotion de la découverte, également du merveilleux, de la perplexité. On peut lire tout ça dans ses relations, son émotion aussi. Il parle peu de ses états d'âme, mais par contre, il parle beaucoup de ses émotions à découvrir de nouveaux paysages. C'est pour cela que les historiens romantiques du XIXe siècle le qualifieront de découvreur du Canada. Et c'est aussi lui qui a donné son nom au Canada et également au fleuve Saint-Laurent. Et il va donner à François Ier l'image d'un roi découvreur et d'un roi qui veut donner à la France toute sa place dans l'aventure des grandes découvertes et qui préfigure surtout, 60 ans plus tard, la fondation en 1608 de la ville de Québec par Samuel de Champlain. Voilà, je vous remercie de votre attention.